je m'appelle Dorian Maddox et, à 34 ans, j'ai passé les 6 derniers mois à vivre tranquillement dans une maison que la plupart de ma famille pense que je ne pourrai jamais me permettre. Ils me prennent pour le cadet raté, celui qui a choisi la voie de la sécurité, celui qui a trop attendu pour grandir. Ils me rappellent leurs doutes à chaque réunion de fin d'année, à chaque question polie sur mon vrai travail, à chaque regard en coin lancé à la femme que j'ai épousée. Mais ces 6 mois ont été les plus exaltants de ma vie, car pour la première fois depuis des années, j'ai arrêté de chercher à prouver quoi que ce soit. J'ai construit ma vie à ma façon. Brique après brique, code après code, rêve après rêve, et je n'ai jamais été aussi vivant. Le dîner de Thanksgiving chez mes parents, sur Willowbrook Lane, était toujours une mise en scène, un rituel de comparaison. Mon frère aîné, Marcus, est arrivé dans un costume impeccablement ajusté, souriant comme s'il s'était entraîné à reproduire cette expression devant le miroir. Celle qui dit « Je suis arrivé ». Sa femme, Geneviève, passa devant moi avec un plateau d'orve aussi impeccable que sa blouse blanche, celle qu'elle portait lors de ses visites au Massachusetts General Hospital. Mes parents rayonnaient, leur fierté débordant comme la sauce d'un double plat. Ma mère, vêtue de soie émeraude, versait le vin avec une aisance experte. Mon père, vêtu d'un blazer bleu marine qu'il considérait comme notre plus beau, présidait la salle à manger tel un monarque bienveillant. Son salon se transforma en une vitrine étincelante des exploits de Marcus. Je me glissai par la porte, Isla à mes côtés, ne portant rien d'autre qu'un petit bouquet de fleurs sauvages, une idée d'Isla, car les familles ont besoin de choses sauvages pour se rappeler la vraie beauté. Ma mère haussa un sourcil à côté de la composition sauvage. Mon père leva à peine les yeux de son orgueil affiché. Je pris place au bout de la table, juste en face de Marcus. Et pendant un instant, la pièce tomba dans un silence tendu, comme la pause avant qu'une vague ne s'écrase sur le rivage. La dinde apparut, resplendissante et dorée, suivie de ragoûts et de légumes. Chaque plat témoignait de la supériorité culinaire de ma mère. La conversation s'enchaîna. Qui a obtenu la bourse? Qui achète une résidence secondaire? Quelle prime est tombée où? Et puis, après que les assiettes furent débarrassées et la purée passée une dernière fois, ma mère leva son verre. Le cristal reflétait la lumière du lustre et projetait des étincelles sur son visage, transformant son sourire en un phare. Elle jeta un coup d'œil à Marcus, sa voix chaleureuse mais chargée de défis. Maintenant, il a un vrai foyer. Une belle épouse, une adresse prestigieuse. Quand est-ce que tu te reverras, Dorian? La salle, chargée par sa question, sembla retenir son souffle. Mon cœur se serra un instant, car ces mots étaient porteurs d'années de mépris inexprimés. Chaque changement de carrière que j'avais opéré, chaque projet naissant que j'avais lancé, chaque conversation nocturne avec Isla sur ce à quoi nous voulions que nos vies ressemblent. Tout cela semblait avoir mené à ce moment, suspendu à ses lèvres comme un jugement. J'aurais pu argumenter, énumérer mes réussites, réciter les indicateurs de croissance de mon entreprise, brandir mes relevés bancaires comme des armes dans leur guerre d'approbation. J'aurais pu sursauter, me réfugier dans le rôle qu'il m'avait écrit. Le rêveur peu fiable qui ne s'assoupit jamais avec le succès, mais je ne l'ai pas fait. J'ai regardé leurs visages autour de la table, les lèvres pincées de mes cousins, les regards fuyants de mes tantes, les hochements de tête polis des voisins qui ne nous connaissaient que de réputation, et j'ai vu quelque chose changer. Une fissure dans leur façade de certitude. J'ai croisé le regard de ma mère et un sourire s'est dessiné sur mon visage. Le genre de sourire qui exprime la confiance plutôt que le désespoir. Oui, ai-je dit doucement. Je n'ai simplement invité personne qui doute de moi. Cette phrase, si simple, a atterri comme une pierre jetée dans une eau calme. L'espace d'un instant, personne n'a bougé. Puis tous les regards se sont tournés vers Isla. L'artiste libre qu'ils n'ont jamais appris à comprendre. La femme qu'ils qualifiaient de trop bohème, trop décalée pour s'inscrire dans leur récit direct. Elle captait désormais leur attention, leur curiosité, leur malaise. Le sourire de ma mère vacilla, s'effaçant sur les bords. Mon père me jeta un coup d'œil confus. L'expression suffisante de Marcus se transforma en incertitude. Même Geneviève marqua une pause, tiraillée entre sa loyauté envers son mari et la soudaine prise de conscience que son rôle dans ce tableau familial était plus précaire qu'elle ne l'avait jamais admis. Isla était assise, droite, la posture calme, le regard fixe. Elle portait une simple robe noire et son collier préféré, un tourbillon d'argent martelé qui accrochait la lumière lorsqu'elle inclinait la tête. Ses mains étaient jointes sur ses genoux. Et malgré un petit sourire entendu sur ses lèvres, son regard ne vacillait pas.
Je sentis la fierté me monter à la poitrine. Non pas pour les mots que j'avais prononcés, mais pour la femme qui se tenait à mes côtés, imperturbable, qui incarnait tout ce que j'admirais. Sous ce sourire se cachait l'assurance tranquille de quelqu'un qui avait déjà affronté le scepticisme et l'avait transformé en carburant. La main de ma mère tremblait lorsqu'elle reposa son verre. Elle ouvrit la bouche, puis la referma, comme si les syllabes suivantes trahiraient sa propre surprise. Mon père s'éclaircit la gorge, sa cravate soudain trop serrée. Il parvint à figer Isla comme s'il s'adressait à une invitée plutôt qu'à la femme de son fils. Isla hocha gracieusement la tête. « Merci », dit-elle d'une voix douce mais ferme. « C'est bon d'être ici. » La tension persista, picotant comme un grésillement, jusqu'à ce que ma nièce prenne la parole. Innocente et curieuse. « Dorian, on peut voir des photos de ta nouvelle maison. » À cet instant, je compris que je leur avais donné plus de valeur qu'une simple réplique. Je leur avais posé une question à laquelle ils devaient répondre. Pensaient-ils vraiment que je vivais dans un appartement délabré? Croyaient-ils vraiment que mes rêves étaient à moitié faits? La plus petite voix dans la pièce démêla d'un seul geste des années de supposition. Ma mère ouvrit de nouveau la bouche, et cette fois, les mots sortirent timidement, bien sûr. Elle me fit signe d'approcher mon téléphone. Tandis que je me levais pour parcourir notre album photo, je sentis une vague de chaleur au bord de la table. Le regard de ma mère se porta de l'écran à moi, à la recherche d'un artifice. Mon père se pencha en avant, l'intérêt l'emportant sur le scepticisme. Mon frère observait comme quelqu'un qui entrevoit une arrivée pour la première fois. Je fis défiler les photos de notre maison de Beacon Hill, ses murs en briques apparentes chauffés par le soleil de l'après-midi, le parquet étincelant reflétant la lumière de l'atelier d'Isla, le jardin sur le toit en pleine floraison, témoignage de notre vision commune. Je leur montrai la cuisine minimaliste où nous cuisinions le dimanche soir. La baie vitrée où Isla dessinait pendant que j'écrivais du code, le couloir bordé de nos imprimés préférés. Chaque clic était une déclaration. C'est réel. C'est à nous. Le souffle de ma mère s'éleva doucement, ses yeux écarquillés. Mon père murmura, c'est magnifique. La mâchoire de Marcus se détendit, sa posture changea. Même la bouche de Geneviève se contracta dans un presque sourire. Lorsque je remis le téléphone dans ma poche, je retournai m'asseoir à côté d'Isla. Et pour la première fois de ma vie, je me sentis perçu. Non pas parce que j'avais crié mes triomphes, mais parce que je refusais de les cacher. La pièce était plus silencieuse, non pas par choc, mais par respect. Un respect que j'avais gagné simplement en vivant ma vérité. Ce soir-là, je compris que gagner leur approbation n'était jamais le but. L'important était de construire une vie qui me corresponde avec la femme que j'aime, fondée sur nos propres choix. Et s'ils choisissaient de douter de nous, ce serait leur perte, pas la mienne. Je me penchai vers Isla et elle attrapa ma main sous la table. Son sourire était doux, triomphant. On l'a fait, murmura-t-elle. Et je savais qu'elle avait raison. On l'avait déjà fait. Ayant grandi dans la banlieue du Connecticut, Marcus était tout ce dont mes parents rêvaient. Il nous dépassait de loin, et ce, à bien des égards. Là où je voyais des dents de travers et un sourire timide, on voyait un futur PDG peaufiner ses talents d'orateur avant même de savoir lasser ses chaussures. Lors des réunions de famille, Marcus se faufilait entre les membres de sa famille tel un diplomate apprenti, serrant des mains et bénissant des cassolettes avec le même charme. Ses notes n'étaient jamais remises en question. Le seul débat portait sur la question de savoir si son discours de valedictorien rivaliserait d'éloquence avec les discours de fin d'études de son père. Il arborait fièrement ses réalisations, mais jamais ostensiblement, costume parfaitement coupé, chemise impeccable, juste assez d'assurance pour capter l'attention sans verser dans l'arrogance. Lorsqu'il parlait, on écoutait. Lorsqu'il entrait dans une pièce, les portes semblaient s'ouvrir. Aux yeux de nos parents, il était l'enfant chéri, l'étalon par rapport auquel j'étais évalué. Moi? J'aimais travailler de mes mains, mais ma passion était invisible. J'étais attiré par le code. Le claquement discret des touches et la douce lueur d'un écran à minuit me semblaient un langage secret, celui qui soumettait le monde à ma volonté. J'ai passé mes étés à démonter de vieux ordinateurs dans l'atelier de mon père, troquant fils et brûlures de fer à souder contre le plaisir d'un circuit imprimé fonctionnel. Plus tard, j'ai appris à concevoir des interfaces utilisateurs intuitives, aussi confortables que les fauteuils en cuir de notre salon. Pour moi, créer des logiciels, c'était comme sculpter. Partir d'un bloc de potentiel brut, puis le travailler jusqu'à ce qu'une forme épurée et déterminée émerge.
Mais expliquer cela à mes parents, c'était comme décrire la couleur à un aveugle de naissance. Je me suis marié jeune. Oui, avant d'avoir un bureau d'angle ou une réputation impeccable. Isla était un tourbillon de créativité. Ses cheveux couleur de soleil levant et ses mains perpétuellement tachées de peinture ou d'argile. Elle traversait la vie comme un coup de pinceau, audacieuse et n'ayant pas peur de laisser sa marque. Je l'ai rencontrée au vernissage d'une amie. Une trace de fusain sur la joue et l'enthousiasme dans le regard, elle dessinait tous les visages présents. Tandis que Marcus charmait ses collègues en salle de réunion, j'apprenais la poésie de la perspective sous le regard d'Isla. En sa présence, le code prenait une dimension chaleureuse, le design une dimension spirituelle, et je réalisais que le succès ne se définissait pas par les titres. Il se définissait par la finalité. Cette prise de conscience n'avait jamais plu à ma mère, Margaret. Des générations d'hommes et de femmes de Maddox avaient gravi les échelons du prestige, médecins, avocats, cadres. Pour elle, ma relation avec Isla ressemblait à un détour sur une autoroute faite pour les lignes droites et les voitures rapides. Un jour, elle m'a coincé au mariage de ma sœur, la voix basse m'est teintée de reproches. On est censé se marier en haut, pas en travers. Sa candeur me piquait. J'aurais voulu lui dire que l'amour ne suivait pas la carte de qui que ce soit. Que le bonheur ne se mesurait pas en mètres carrés ou en options d'achat d'actions. Mais les mots restèrent coincés dans ma gorge, remplacés par un demi-sourire et un haussement d'épaule qu'elle prit pour de l'indécision. Mon père, Philippe, observait depuis le coin, les bras croisés, comme si le silence était son bouclier contre une bataille qu'il ne voulait pas mener. Il croyait que la paix résidait dans l'action et dans le fait de laisser les autres façonner le récit, tout en hochant la tête et en sirotant son scotch. À chaque fête, le rituel se répétait. Thanksgiving, Noël, Pâques, les exploits de Marcus étaient exhibés tels des trophées sur la table de la salle à manger. Il est le premier à vraiment s'imposer. Ma mère rayonnait, ses yeux pétillants de la fierté d'un champion. Un vrai succès, une vraie famille. Et puis il y avait moi. Oh, Dorian, toujours en train de comprendre. Cette phrase semblait gravée dans mon identité. Une excuse douce pour mon absence de leur club de pédigré. Ils ne m'ont jamais demandé ce que je construisais. Ils n'ont jamais écouté quand j'ai essayé de leur expliquer l'élégante logique d'un tableau de bord capable de transformer les petites entreprises du jour au lendemain. Leur version de la vérité était plus rassurante. J'étais un gentil garçon avec un bon travail, sans avenir précis. Au fond de moi, je perçois cela avec un mélange de frustration et d'indifférence. J'aurais pu suivre leur définition du succès, postuler dans des écoles de commerce, participer à des cocktails, accrocher mes diplômes sur des murs immaculés, mais quelque chose en moi répugnait à l'idée de me forger une vie qui n'était pas la mienne. J'aimais trop le codage pour le considérer comme un simple élément de mon CV. J'aimais trop Isla pour céder au poids de leurs attentes. Alors, je me suis réfugié dans le calme de l'immeuble de mes rêves. Mes ambitions étaient dissimulées derrière des pare-feux et des contrats d'utilisation, à l'abri des regards indiscrets de ma famille qui croyait me connaître. À 28 ans, j'ai cofondé une petite start-up technologique avec 2 amis. De fac. Nous avons échoué à 2 reprises. À chaque fois, nous avons tiré une dure leçon sur l'adéquation au marché et la patience des investisseurs, mais nous avons refusé d'abandonner. À la 3e tentative, nous avons trouvé la perle rare avec Juno Suite, un tableau de bord tout en un pour la logistique des petites entreprises, aussi élégant qu'efficace. Nous avons présenté nos projets à des clients lors de salons professionnels, peaufiné des fonctionnalités et organisé des séances de hacking matinales, et nous sommes passés d'une simple entreprise à une entreprise autonome. À 31 ans, nous avons été discrètement rachetés par une multinationale. J'en suis reparti avec des actions, des primes de performance et le genre d'accord de confidentialité qui faisait penser à un grand acteur, même si personne dans ma famille ne savait ce que cela signifiait. Lorsque nous avons acheté notre maison à Beacon Hill, Isla a pleuré sur le perron. Non pas à cause des plans de travail en granit ou de la vue sur le toit, mais parce que, pour la première fois, nous ne nous cachions pas. Nous avons invité des voisins à bruncher, organisé des expositions d'art improvisées dans notre atelier et rempli chaque pièce de rire et de motivation. Je traversais ces couloirs la tête penchée en arrière, respirant la lumière du soleil et un sentiment d'accomplissement plus profond que n'importe quelle récompense. Et pourtant, je n'en ai rien dit à ma famille. Pourquoi l'aurais-je fait? Ils auraient minimisé l'importance de la situation, mis cela sur le compte de la chance ou d'un hasard. Ils auraient décortiqué chaque détail, pointant du doigt les points faibles du succès. Alors, au lieu de cela,
j'ai construit une vie secrète de triomphe discret et de joie authentique. Tandis que Marcus progressait sur la voie qu'il avait choisie, j'ai trouvé une voie qui me convenait, sans jamais lui demander la permission. Ce secret est devenu mon armure jusqu'à ce Thanksgiving où tout a basculé. Soudain, je n'étais plus seulement l'ombre derrière les projecteurs de mon frère. J'étais l'homme qui avait bâti une vie si éblouissante qu'elle forçait ma famille à me regarder droit dans les yeux. Je me souviens d'être assis en face de Marcus pendant le dîner. La douce lueur des bougies illuminait le sourire pensif d'Isla. J'ai vu l'expression de mon frère passer d'une confiance condescendante à une curiosité sincère. Et à cet instant, j'ai réalisé quelque chose de fondamental. Je n'avais pas besoin de l'éclipser sur son propre terrain. Il me fallait juste illuminer le mien. Et une fois cela fait, il n'y avait plus de retour possible dans l'ombre. À 28 ans, je me trouvais à la croisée des chemins. Mes amis Marcus et Claire avaient tracé des cartes et des lignes droites. Faculté de droit pour lui, médecine pour elle, tandis que l'idée que la réussite exige un parcours prédéfini m'irritait. J'avais soif de liberté créative, de la possibilité de façonner quelque chose à partir d'idées brutes. Alors, quand deux amis de fac et moi avons évoqué l'idée de créer une entreprise technologique, j'ai saisi l'occasion comme une bouée de sauvetage. Nous l'avons baptisé Juno Suite, un tableau de bord tout en un destiné à la logistique des petites entreprises, avec des modules pour l'inventaire, la planification, la facturation et l'analyse. Le concept semblait audacieux par sa portée, mais élégant par sa simplicité. Le genre d'outil que j'avais autrefois esquissé sur des serviettes en papier lors de brainstorming nocturne. Nous avons commencé dans mon appartement exigu, aux murs jaunes moutarde qui s'écaillaient sur les bords. Un canapé cabossé servait plus de rangement pour les tasses à café vides et les boîtes à pizza jetées que de place pour s'asseoir. Et le ventilateur de mon ordinateur portable ronronnait sans arrêt, recouvert de poussière de compilation de code. Le premier jour, nous n'avions aucun utilisateur, aucun chiffre d'affaires et une ambition sans limite. Nous n'avions même pas de chaise pour nous trois. J'ai donc posé un pied de mon bureau sur une pile de vieux manuels, comme si l'équilibre n'était qu'un élément parmi d'autres à optimiser. Notre enthousiasme était contagieux. Chaque ligne de code était une promesse. Chaque correction de bug révélait un potentiel caché. La nuit, la lueur de nos écrans simulait le lever du soleil. Et nous vivions de caféine, d'adrénaline et de la conviction que nous étions destinés à construire quelque chose de significatif. Mais la conviction seule ne garantit pas le succès. Notre premier lancement de produit était un avertissement. Nous avions lésiné sur les études de marché, convaincus que notre interface soignée se vendrait toute seule. Les premiers utilisateurs sont arrivés au compte-gouttes, mais ils ont abandonné plus vite que l'été, se plaignant du manque de personnalisation de notre module de planification. Notre suivi des stocks manquait de précision. Notre système de facturation ne pouvait pas gérer plusieurs devises. Les retours ont été cuisants comme la pluie froide, mais ils nous ont appris des leçons essentielles. L'ambition sans compréhension est vaine. Et les retours ne sont pas des critiques. C'est une feuille de route. Nous nous sommes regroupés. J'ai passé des journées à analyser les produits concurrents, à interviewer des commerçants, des freelances et des cafés miteux, absorbant leurs points faibles comme une éponge. Mes cofondateurs ont géré les pitchs des investisseurs, persuadant amis et anciens camarades de classe d'investir de petites sommes pour que nous puissions survivre au cycle d'itération. Nous avons simplifié le tableau de bord, reconstruit le schéma de notre base de données et réécrit les modules principaux de A à Z. 6 mois plus tard, nous avons lancé la version 2.0 lors d'un modeste salon professionnel, non pas sur la scène principale, mais sur un stand d'angle avec une pancarte manuscrite. Nous avons fait des démonstrations sans relâche, debout pendant 8 heures d'affilée sous des néons qui ont refroidi notre enthousiasme. Au bout de 2 jours, nous avions 10 inscriptions. De petites victoires, mais des victoires quand même. Pourtant, le véritable tournant est venu avec la version 3.5. Nous avons introduit des notifications automatiques rappelant aux clients de commander des fournitures, des analyses prédictives suggérant des calendriers de réapprovisionnement optimaux et une API intégrée aux logiciels de comptabilité les plus répandus. Nous avions trouvé notre niche, les petites entreprises qui manquaient des ressources des grandes entreprises, mais avaient besoin d'outils évolutifs. Soudain, notre base d'utilisateurs a doublé chaque trimestre. Des sources de revenus prévisibles ont émergé. Nous avons quitté mon appartement pour un loft épuré au-dessus d'un atelier d'art, le studio Eslao, et je me souviens de l'excitation d'accrocher un tableau blanc au mur, couvrant chaque centimètre carré de marqueurs bleus et rouges, chaque ligne de plan, chaque cercle représentant une étape importante.
Au milieu de tout cela, j'hésitais à partager nos progrès avec ma famille. Ma mère aurait dit que c'était un pari risqué. Mon père aurait acquiescé poliment, mais aurait changé de sujet. Les Maddox définissent le succès par la lignée, des trajectoires de réussite claires et continues. Mon parcours, avec ses détours et ses tranchées cachées, leur aurait semblé une œuvre d'art désordonnée, trop abstraite pour être admirée. J'ai donc gardé nos triomphes derrière un mur de confidentialité, mesuré uniquement par notre compte en banque et l'éclat dans les yeux d'Eslao lorsque notre premier grand client nous a envoyé un email de remerciement à minuit. Lorsque notre succès discret a attiré l'attention d'une entreprise internationale, nous étions prêts pour une acquisition. Ils nous ont contactés à 31 ans, après avoir atteint 200 clients actifs et maintenu un taux de rétention de 98% pendant 3 trimestres consécutifs. Ils nous ont proposé une participation dans leur société mère, des primes en espèces et la promesse de déployer la technologie Juno suite à des millions d'utilisateurs dans le monde. J'ai négocié l'accord sous la supervision d'un avocat qui facturait à l'heure et qui a semblé surpris que je remette en question chaque clause plutôt que d'accepter la première version. Mes cofondateurs et moi sommes repartis avec le genre de package qui permettrait d'acheter une propriété côtière ou de financer une demi-douzaine de programmes de bourse. Une fois l'encre sèche, je suis sorti de notre petite salle de conférence, plus léger que l'air. Une quinzaine de kilos d'anxiété s'étaient envolés de mes épaules. J'ai appelé mon téléphone pour lui annoncer la nouvelle. Elle a fait des cerceaux en arrière-plan et j'ai entendu le cliquetis des pinceaux. Ils étaient en plein projet dans son atelier. On a réussi, ai-je murmuré, à peine capable de contenir mon enthousiasme. Elle a répondu avec la fierté farouche qui m'avait attiré vers elle. C'est toujours le cas, Dorian. Après l'acquisition, j'ai envisagé d'envoyer une brève annonce à ma famille, avec un objet du genre, affirmation, Juno, une belle acquisition. Mais l'idée m'a fait grincer des dents. J'imaginais ma mère la transmettre à ma famille avec un petit mot sur la façon dont Dorian a finalement pris les choses au sérieux, ces mots débordant de condescendance. Je l'imaginais à Thanksgiving, évoquant notre accord sur le même ton qu'elle avait utilisé pour annoncer les promotions de Marcus. Et j'ai réalisé que je préférais garder ce succès pour moi. Il était le nôtre, privé et exempt de leurs attentes. Au lieu de cela, je me suis concentré sur le prochain chapitre, redéfinissant mon rôle. L'entreprise acquéreuse m'a invité à rejoindre son équipe innovation, mais j'avais envie d'une pause, d'une sorte de pause. J'avais soif de temps pour évaluer les valeurs que j'allais intégrer à la suite Juno afin d'affiner ma vision de ce que la technologie pouvait apporter aux individus plutôt qu'aux entreprises. Isla et moi avons voyagé pendant 2 mois pour dessiner des couchers de soleil pastel en Grèce, photographier le street art à Berlin et participer à des hackathons à Tokyo. J'ai codé dans des cafés sous les cerisiers en fleurs, écoutant des inconnus discuter dans des langues que je ne comprenais pas, et j'ai réalisé que l'horizon des possibles s'étendait bien au-delà de n'importe quelle salle de réunion. À notre retour, nous nous sommes installés à Beacon Hill, un quartier aux rues pavées et aux lampadaires à gaz, où notre maison se dressait tel un monument à notre parcours commun. Les murs en briques apparentes rappelaient mon loft de start-up, le mobilier minimaliste faisait écho à notre architecture de code, et le studio sur mesure d'Islao occupait la moitié du sous-sol, ses murs éclatants de couleurs et de textures. Nous y recevions des amis, sirotant du vin sous les pluies de lumière et discutant d'installations artistiques comme de schémas de base de données, des idées placées sur un pied d'égalité. Vivant à Beacon Hill et profitant de la visibilité, je ne rôdais plus dans l'ombre de l'anonymat. Au lieu de cela, j'ouvrais nos portes à des conversations enrichissantes et à des invitations que je n'aurais jamais imaginé accepter. Lorsque mes voisins m'interrogeaient sur mon travail, je parlais ouvertement d'entrepreneuriat, d'échecs et de réinvention, expliquant pourquoi Juno Suite avait commencé comme un appartement attrayant et s'était transformé en une histoire d'acquisition. J'ai démontré que le succès ne suit pas forcément une ligne droite. Il pouvait faire des boucles, des spirales, et pourtant atteindre le sommet. Et bien que ma famille n'ait pas assisté à notre première fête de quartier, ils ont fini par m'envoyer un mot de félicitations, une carte imprimée avec un petit chèque à l'intérieur. Je l'ai affiché sur notre cheminée, à côté de notre faire-part de mariage, non pas comme preuve de leur approbation, mais pour nous rappeler que nous n'avions plus besoin de nous cacher. Nous avons construit quelque chose d'authentique, quelque chose qui portait l'empreinte de notre travail acharné et de notre confiance inébranlable l'un en l'autre. La construction silencieuse était devenue un devenir silencieux. Dans le silence de notre maison, j'ai trouvé une résonance entre ma vision et la réalité. J'ai découvert que l'héritage ne s'héritait pas, mais se créait, un choix réfléchi à la fois. Et lorsque le monde a enfin percé derrière le rideau, ils ont découvert une vie qui reflétait qui j'étais, et non qui on m'avait dit d'être. Isla s'est glissée sur le siège à côté de moi,
sa présence telle une brise fraîche dans une pièce étouffante. Thanksgiving s'était figé autour d'elle comme un film muet s'arrête avant le début de l'orchestre. Les yeux de ma famille étaient rarement attirés par son esprit trop libre, trop direct, trop intrépide pour tracer sa propre voie. À chaque réunion, elle occupait un coin d'observation poli, comme si sa créativité était contagieuse et qu'il craignait qu'elle ne se propage. Ce soir, cependant, le pouvoir avait basculé. Sous l'effet d'une question que je leur posais, elle était devenue le centre de l'attention, leur curiosité telle une marée montante. Je l'observais en silence, prêt à la soutenir, à intervenir si leurs doutes se transformaient en pique. Mais comme toujours, elle était prête. Notre première rencontre avait été comme une découverte trébuchante du soleil. Le loft atelier d'Isla était une explosion de couleurs et de textures. Des toiles appuyées contre des murs de briques, des échantillons de tissus drapés sur des tabourets en bois, des sculptures coquines apparaissant dans les coins. Je me souviens d'y être entré, certain d'être venu chercher un tableau que j'avais commandé, mais d'y avoir trouvé une invitation à explorer son univers. Elle m'a accueilli avec un jean éclaboussé de peinture et un sourire qui lui a fait plisser les yeux. Dorian Maddox, a-t-elle dit, comme si mon nom bien connu lui avait un goût étranger. J'ai entendu les rumeurs sur ta magie du codage, mais tu es sur le point de voir la vraie création. Son assurance ne m'a pas laissé reculer. J'ai tendu un chèque et reçu une leçon de possibilité. Quand je l'ai présentée à mes parents, ils ont hésité sur le seuil de son loft, comme si elle vivait dans un quartier aux coutumes étranges qu'ils n'avaient pas encore cartographié. Ma mère a fait tic-tac, un son censé exprimer à la fois désapprobation et intrigué, et a murmuré, « Comment gagnes-tu ta vie avec ça ?» Mon père a pincé les lèvres, son regard oscillant entre le chevalet peint d'Islao et la tasse artisanale qu'elle lui offrait. Il a pris une gorgée nerveuse de tisane, et j'ai vu les rouages tourner. Quel secteur d'activité a pu supporter un tel désordre? Cette rêverie bohème ne bronche jamais. Elle expliqua que son travail couvrait le branding pour des petites entreprises, les commandes d'intérieur pour des hôtels-boutiques et les installations d'art numérique pour des galeries en ligne. Elle leur montra son portfolio sur une tablette. Des lignes épurées entremêlées de formes organiques, des palettes audacieuses s'harmonisant comme des terrains de jazz. J'adapte chaque pièce à l'histoire du client, dit-elle d'une voix calme et claire. L'art n'est pas une décoration, c'est une identité. Mes parents hochèrent lentement la tête, mais leur expression trahissait leur conviction que le succès passait par un bureau d'angle, et non par un vernissage. Lors des événements familiaux, ils la traitaient comme si elle n'avait pas de titre. Ma mère la présenta comme l'épouse artiste de Dorian, sa voix s'éteignant comme si la phrase suivante allait leur échapper. Geneviève, dans sa blouse blanche impeccable, hocha poliment la tête, mais n'entraîna jamais de conversation sincère, comme si l'art et la médecine occupaient des dimensions parallèles. Les cousins chuchotaient entre eux à propos d'artistes affamés et de petits boulots. Et une fois le dessert terminé, je surpris ma tante en train d'utiliser des guillemets pour décrire le vrai métier d'Isla. Chaque insulte brillait dans l'air comme des éclats, froide, pointue, assez acérée pour faire couler le sang. Isla la supportait avec grâce. Elle ne ripostait jamais avec insolence ou ressentiment. Au contraire, elle concentrait son énergie sur l'action positive, se consacrant à son travail avec une passion inébranlable. Je rentrais chez moi et la trouvais penchée sur une table à dessin à minuit, esquissant les plans d'un café éco-responsable ou modifiant le logo d'un client jusqu'à ce que chaque courbe évoque l'authenticité. Elle croyait que l'excellence parlait plus fort que les mots, et elle était déterminée à faire ses preuves non pas par la confrontation, mais par un talent indéniable. Je l'ai vue s'épanouir dans des conditions vouées à l'étouffement. Lors d'une exposition dans une galerie au printemps dernier, son installation de sculpture cinétique, des prismes oscillants qui captaient la lumière du soleil et la fracturaient en arc-en-ciel dansant, a fait pleurer les visiteurs. Des journalistes spécialisés dans les technologies ont comparé ces algorithmes créatifs aux miens, s'émerveillant de la convergence de l'art et du code. Quand j'ai vu son nom imprimé à côté de gros titres comme « Étoile montante de l'art numérique », j'ai ressenti une vague de fierté qui m'a serré la poitrine. Pourtant, lorsque j'évoquais ces réussites à ma famille, leurs réactions étaient étouffées, comme si elles avaient entendu les mêmes éloges dans la circulation. Leur ambivalence était une blessure, et je résolus de ne jamais les laisser ternir son éclat. Ce jour de Thanksgiving, alors que la question de ma mère résonnait, « Quand est-ce que tu vas te rattraper, Dorian ?» je refusais de jouer leur jeu. Je leur proposais une devinette. La réponse était Isla. Lorsque je déclarais que j'avais déjà rattrapé mon retard, je n'invitais simplement personne qui doutait de moi. Leurs regards se fixèrent sur elle, leurs doutes discrets enfin dévoilés. Je vis leur intérêt s'embraser lentement,
comme des braises qui s'enflamment enfin. Le front de ma mère se fronça, consciente d'avoir sous-estimé la femme à mes côtés pendant des années. Les lèvres de mon père s'entr'ouvrirent, une excuse flottant sur sa langue. Marcus changea de posture. Pour la première fois, il considérait Isla comme plus qu'un simple accessoire de ma vie. La pièce sembla basculer sur son axe, s'alignant sur un axe que j'avais choisi depuis longtemps. Quand ce fut le tour d'Isla de parler, elle se leva avec assurance. Elle joignit les mains devant elle, les fleurs sauvages de mon bouquet toujours nichées dans ses cheveux. Je ne m'attendais pas à ce moment, dit-elle d'une voix forte et vibrante, car je n'avais jamais demandé son approbation. J'ai choisi de construire quelque chose d'authentique avec Dorian, notre foyer, nos carrières, nos valeurs. Nous n'avions pas besoin de validation pour connaître notre valeur. Ces mots résonnèrent dans la pièce comme une pierre tombée dans l'eau, bouleversant les préjugés et transformant les perceptions. Les joues de ma mère s'empourprèrent, et pendant un instant, je crus qu'elle allait protester. Au lieu de cela, elle resta assise en silence, caressant son verre de vin comme un calice débordant d'humilité. Mon père s'éclaircit la gorge, puis soutint le regard d'Isla et lui lança timidement « Merci de prendre soin de mon fils ». C'était la chose la plus proche que je lui ai jamais entendu appeler amour. Plus tard, lorsque les assiettes furent débarrassées et que les rires fusèrent, il devint évident que la force d'Isla avait redessiné la carte familiale. Des cousins l'abordèrent pour lui demander des nouvelles de sa prochaine exposition. Ma mère s'enquit des commandes pour le nouvel atelier d'un ami. Marcus, autour d'un café bien chaud, avoua n'avoir jamais vraiment compris son travail. Geneviève exprima même sa curiosité à l'idée de collaborer à une fresque murale à l'hôpital. Mon cœur déborda de fierté, non pas parce qu'il voyait enfin sa valeur, mais parce qu'elle n'avait jamais eu besoin qu'il la voie pour briller. En rentrant chez elle ce soir-là, Isla tendit la main par-dessus le tableau de bord et la glissa dans la mienne. L'air vif de l'automne portait le parfum des pins et de la fumée lointaine, et notre voiture était comme un sanctuaire, tu sais, dit-elle, son pouce traçant de doux cercles sur ma paume. Je n'avais pas besoin qu'ils me respectent. J'avais juste besoin qu'ils arrêtent d'essayer de me remodeler. Je serrai sa main, l'émotion me serrant la gorge. Tu as fait plus que ça, murmurai-je. Tu leur as donné une raison de regarder. Vraiment regarder. Dans le ronronnement silencieux du moteur, j'ai réalisé à quel point cette soirée avait été transformatrice. Pendant des années, nous avions surmonté leurs doutes, bâtissant notre sanctuaire d'eau à leur tempête. Mais ce soir, nous étions côte à côte, sous leur regard, sans peur ni honte, prouvant que le respect se mérite par l'intégrité de ses choix, et non par la validation des autres. Et tandis que nous traversions la Charles River en direction de notre maison de Beacon Hill, j'ai su que la femme à mes côtés avait pris sa place. Non pas par la dispute, mais par la conviction inébranlable que son art, sa vie et son partenariat avec moi étaient plus que suffisants. Le dîner de Thanksgiving est revenu comme sur des roulettes. Ces rituels étaient aussi prévisibles que les volutes de vapeur s'élevant du plat de dinde. Je suis entré dans la salle à manger de mes parents, portant un plat de choux de Bruxelles rôti, garni de graines de grenade. Le seul plat qui, j'en suis sûr, gagnerait l'approbation réticente de maman. La table scintillait de cristal et d'argenterie en porcelaine polie comme un miroir. La pièce maîtresse était une corne d'abondance ornée des bords de courges et de courges collectées sur le stand de la ferme. Maman a insisté pour que nous visitions chaque octobre. Marcus et Geneviève flottaient autour de la table, se glissant dans leurs rôles habituels en tant qu'hôtes et attendants. Mes parents ont rayonné comme de fiers conservateurs d'une exposition soigneusement mise en scène, leur fils aîné, brillant sous les projecteurs, leur deuxième, dont ils espéraient briller de toute façon. Cette année, je suis arrivé avec un air de calme plutôt que de confrontation. Je n'avais rien répété. Je ne portais que la connaissance inébranlable que j'appartenais ici, non invité ou nul. À mes côtés, Isla portait une simple robe marine et un sourire confiant. Le genre qui pourrait adoucir les expressions les plus dures. Elle portait sa salade de cartouches signature jetée avec des légumes verts croustillants, du fromage de chèvre et des pacanes grillées. J'ai senti le bourdonnement de la curiosité rayonnée de ma famille alors qu'elle franchissait la porte. Je m'étais assuré que la recette provenait d'un chef étoilé Michelin, mais toutes les distinctions qu'elle aurait pu gagner n'étaient pas pertinentes. Pour eux, elle avait toujours été l'esprit libre. Maintenant, elle était notre co-animatrice, notre égale, et ils devraient la traiter comme telle. Nous nous sommes installés dans nos sièges. Marcus à gauche de maman, Geneviève à droite de papa, Isla à la mienne, et j'ai affronté mon frère à travers le chêne poli. Déjà, Marcus sortait son téléphone pour montrer des photos, de vastes pelouses,
sa piscine personnalisée, son chien arborant un nœud papillon en soie. Son ton était léger, comme s'il partageait des clichés de vacances. Maman se pencha, les yeux. N'est-ce pas merveilleux, elle roucoula. Lui et Geneviève se sont surpassés. Approbation, a murmuré l'invité. Jared, mon cousin, a offert un timide « Great », bien que son ton suggère qu'il était surmuet. Marcus m'a regardé et a haussé un sourcil, des spéculations vacillant dans son regard. Pensait-il que j'essaierais de le faire à nouveau? Ou s'est-il demandé si je changerais tranquillement le monde d'une manière qu'il ne comprenait toujours pas? Je sirote mon vin, mentant la chaleur se propager à travers moi. J'ai regardé Isla organiser sa salade sur le buffet, ses mouvements inédits, chaque feuille placée avec précision et soin. À ce moment-là, j'ai compris que ma vraie victoire ne serait pas trouvée en comparaison, mais dans le confort que nous avions construit ensemble. Papa tapota sa fourche contre son verre d'eau, signalant le début de la grâce. Il a remercié l'hôte céleste habituel pour la famille, la nourriture et la sécurité. Je m'inclinai la tête, mais mon esprit errait, se souvenant de notre premier Thanksgiving à Beacon Hill. Isla a perché sur notre comptoir, m'apprenant à des légumes juliants comme un chef, nos accents étrangers aux parents de l'autre. Cette année-là, nous avions mangé seuls, en envoyant des photos de notre diffusion à des chats de groupes familiaux, fiers et privés. Ce soir, nous étions ici pour partager, mais selon nos conditions. À la fin de la prière, ma mère a sculpté la dinde avec une poussée pratiquée, son sourire attaché autour des bords. Elle m'a offert la première tranche, viande blanche avec un soupçon de romarin. J'ai accepté gracieusement, glissant une généreuse partie sur mon assiette. J'ai fait de la sauce supplémentaire, a-t-elle dit, la voix abordée d'anticipation. Vous et Isla vous pouvez le ramener à la maison plus tard. C'est parfait ici, j'ai répondu, et je suis dedans. J'ai rempli mon assiette de choux de Bruxelles, de purée de pommes de terre fouettées dans des pics moelleux et une monture de macaroni avec 3 fromages. Ensuite les classiques. Qui a rencontré mon regard avec un hochement de tête. Rénovant notre jardin sur le toit, dis-je. Nous ajoutons un module de serre afin que nous puissions faire pousser des herbes toute l'année. Nous avons établi un partenariat avec un bottiste local pour concevoir un système d'irrigation qui conserve 20% d'eau de plus que les configurations standards. Je regarde ses yeux s'élargir puis étroitement en intrigue. Mes parents se sont levés, la bouche se séparant juste assez pour montrer la surprise. Papa cligna des yeux et demanda, un bottiste pour un jardin privé. Il semblait qu'il connectait enfin des pièces dégradées. C'est étonnamment innovant. Maman s'éclaircit la gorge. Eh bien, c'est charmant. Elle jeta un coup d'œil à Marcus, puis de retour à Isla. Voulez-vous nous montrer un peu de temps? Le sourire d'Isla s'est élargi à ce moment-là. Absolument, a-t-elle dit. Nous avons des amis le mois prochain. J'adorerais vous faire une tournée et expliquer comment le système fonctionne. Son ton était généreux, sans condescendance. Geneviève a sonné. Cela semble fascinant. Je pourrais même le référer au nouveau programme de jardin thérapeutique de l'hôpital. L'invitation était suspendue dans les airs comme une branche d'olivier. J'ai vu le relief fleurir dans les yeux de maman. Pendant un instant, un apesanteur a rempli la pièce. Il ne nous comparait pas à Marcus. Il nous voyait comme partenaires dans une entreprise partagée. Il posait des questions plutôt que de faire des déclarations. Gorge. Comment se passe l'intégration Suite Juno? Entendu que l'entreprise prévoyait de le déployer à l'international. Son sourire était authentique maintenant. La première fois, il semblait fier plutôt que suffisant. J'ai ressenti une chaleur à ses mots. Ça va bien, ai-je répondu. Nous travaillons sur la localisation des packs de langue et l'optimisation de clusters de serveurs pour différents fuseaux horaires. Nous venons de signer un accord avec une chaîne en Allemagne pour piloter notre déploiement européen. La pièce fredonnait d'intérêt alors qu'il se penchait en avant. C'est impressionnant. Ma mère tamponna ses lèvres avec une serviette comme si vous goûtant mes mots. Et vous ne nous avez jamais dit, a-t-elle dit doucement. Pourquoi le garder secret? J'ai posé ma fourche parce que chaque fois que j'essayais de vous le dire, j'avais l'impression que ce n'était pas suffisant. Alors, j'ai cessé d'essayer de vous impressionner. Mon regard a balayé la table, reposant à son tour sur chaque visage. Mais ce soir, ce n'est pas de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de partager ce que nous avons construit et d'inclure toute personne vraiment intéressée. Le silence s'est installé, mais ce n'était plus lourd.
C'était contemplatif, une pause avec possibilité. Ensuite, maman a expiré, une respiration qui sonnait comme l'admission. C'est juste, a-t-elle dit. Je suis désolé si nous vous faisions sentir le contraire. Mon père hocha la tête. Sa posture se ramollit. Je pense que nous laissons les anciennes hypothèses conduire comment nous vous avons vu, Dorian. C'était notre erreur. Ses paroles ressemblaient à un pont s'étendant sur des années de malentendus. Isla atteint de l'autre côté de la table, couvrant ma main avec la sienne. Le geste simple se sentait monumental, comme s'il validait chaque séance de construction tardive, chaque espoir chuchoté que nous avions partagé. Je l'ai regardé et ses yeux brillaient dans la lumière de la lampe. Le reste du repas est passé dans une conversation chaleureuse. Nous avons discuté de la prochaine exposition de Galerie Deslau, les plans de Marcus pour un deuxième enfant, le calendrier du tournoi de golf de papa, ma prochaine phase de conseil sur les améliorations de l'IA de Juno Suite. Pas de comparaison, pas de sous-courant, juste des moments de partage de la famille sans mesure. Lorsque le dessert est arrivé, la tarte à la citrouille avec un tourbillon de crème fouettée et un saupoudrage de cannelle. J'ai senti la plénitude de la soirée s'installer dans ma poitrine comme du miel. J'ai jeté un coup d'œil à mon assiette empilée avec des succès de lancement et des jardins sur le toit. Mais le plus doux plaisir était la connaissance que pour la première fois, nous ne jouions pas leur jeu. Nous écrivions nos propres règles, un repas partagé à la fois. Alors que je montais de la table pour aider à effacer les plats, la voix de ma mère m'a arrêté. Dorian, dit-elle, sont-on plus silencieux qu'auparavant? Merci de partager ce soir. Je me tournai, rencontrant son regard sans réserve. Merci d'avoir écouté. Elle hocha la tête, un petit sourire traversant. Dans cet échange, je savais que nos vies, nos choix et nos travaux ont finalement été reconnus, non pas parce que nous avons exigé des applications, mais parce que nous avons invité les yeux ouverts et les cœurs ouverts. Et comme j'avais empilé des assiettes avec Isla à côté de moi, j'ai réalisé que ce n'était que le début d'une nouvelle tradition, celle où le doute ne fait plus référence à la table, mais le silence n'a plus étouffé nos voix. Marcus se moqua avant que je puisse lever la main pour pleuvoir dans l'attention. Son rire a frappé le silence autour de la table comme un verre tombé. Qu'est-ce que cela signifie même? Demanda-t-il, la voix nette avec un défi. J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, une flèche familière de préparation à défendre, à expliquer, à justifier. Mais je m'arrêtai, laissant le silence s'étendre entre nous. Un fil tendu retenant chaque mot que j'avais répété. Puis j'ai atteint ma poche et j'ai sorti mon téléphone. L'appareil élégant se sentant comme une extension de ma propre conviction. J'ai déverrouillé l'écran et parcouru notre album photo. Les images sont disposées comme des chapitres d'une histoire que personne n'avait lue jusqu'à présent. La première photo était de notre maison Béconville à l'aube. Le lever du soleil baigne sa façade en rose et en or. Je l'ai tapé pour agrandir l'image, laissant la pièce boire au soleil qui s'est répandu sur les planchers de bois franc poli. Vint ensuite une photo du studio d'Isla, un espace brillant sous une pluie de lumière où des toiles s'appuyaient contre la brique exposée, des pinceaux dispersés comme des confettis. J'ai renversé les photos de notre jardin sur le toit en pleine floraison, des vignes grimpantes, des vivaces herbaceuses et des tomates prêtes à récolter se répandaient dans des lits surélevés. Chaque image portait le filigrane doux d'un week-end bien dépensé, de mains calleuses par le travail et les cœurs réchauffés par un but partagé. Mon cousin Jared marmonna, ce n'est pas un appartement. Son incrédulité était palpable. Les mots sont suspendus dans les airs comme des points d'interrogation. J'ai senti le regard de ma mère brûler à l'arrière de ma tête alors qu'elle se penchait en avant, la bouche s'est séparée, luttant pour concilier l'homme qu'il pensait que j'avais avec la vie que ces photos ont révélée. Les yeux de mon père se plissèrent à l'écran, un mélange de fierté et d'étonnement qui clignote dans son expression. J'ai fermé la photo du jardin et en ai ouvert un autre. Isla et moi nous tenons côte à côte sur les marches de l'avant, les bras les uns autour des autres, souriant comme les jeunes mariés malgré leur mariage depuis 5 ans. Sa tête reposait contre mon épaule et ses yeux scintillaient avec ce mélange étrange d'amour et de triomphe que j'avais grandi pour avoir envie. J'ai remis le téléphone sur la table pour que tout le monde puisse voir le coup. Leurs reflets ont fantôme dans le verre. La voix de ma mère a tremblé. Vous vivez là-bas? Dans ce quartier avec quel argent? La question n'a pas été implacée autant qu'elle a été sculptée par une véritable confusion. Elle se tourna vers moi, son ton trempé de blessures et d'excuses dans la promesse. On nous a dit que vous aviez du mal, que votre entreprise ne durerait pas. Je laisse ces paroles s'installer. Je savais que son inquiétude avait toujours été masquée comme un doute,
des instincts protecteurs déformés par la peur de l'échec plutôt que par la foi et la possibilité. J'ai rencontré son regard et j'ai dit, de la société que vous avez dit ne durerait pas. Celui qui vient d'être acquis. J'ai regardé la reconnaissance se dérouler dans ses traits, une réalisation naissante que j'avais été silencieuse, non pas parce que je n'avais rien à dire, mais parce que j'étais fatigué d'être inconnu. Mon père s'éclaircit la gorge, atteignant mon téléphone pour examiner l'image suivante. Un gros plan de notre salon, meublé avec goût avec des pièces modernes du milieu du siècle triées à la main par Isla, des tapis personnalisés tissés par des artisans qu'elle a découverts lors de salons et une collection de livres et de sculptures qui parlaient à nos passions communes. Il a tracé les lignes avec ses yeux comme s'il cartographiait les contours de nos vies. Puis il a posé le téléphone et a dit doucement, « C'est un sacré endroit, fils. » J'ai senti la pièce se déplacer sous le poids de ses paroles. Son admission n'était pas grandiose, mais elle avait plus de poids que toute proclamation. C'était une reconnaissance. C'était la permission de se tenir debout. J'exhalais, mentant la tension s'écouler de mes épaules comme si chaque souffle retenu avant ce moment était finalement libéré. Les questions ont commencé à voler. Qui a investi? Combien avez-vous gagné? Pourquoi ne nous avez-vous pas dit? Il venait de tous les côtés, des voix se chevauchant dans un cœur de véritable curiosité plutôt que des tons de clip de la supériorité suffisante à laquelle je m'habitue. J'ai rencontré chaque question avec des réponses simples, inébranlables et honnêtes. Je leur ai parlé des investisseurs qui ont pris une chance sur 3 amis de collège avec un croquis sur une serviette. J'ai décrit les négociations d'acquisition, la dispute légale sur les actions et la célébration lorsque les contrats finaux ont été signés. J'ai regardé les yeux de mon frère s'adoucir pendant qu'il réalisait que je jouais un rôle dans quelque chose de beaucoup plus grand qu'il ne l'avait imaginé. Les lèvres de ma mère tremblaient alors qu'elle traitait les détails. Cela semble significatif, a-t-elle dit, la voix étant émerveillée et un soupçon de regret. Pourquoi tu ne m'as pas dit? J'ai haussé les épaules. Parce que la vérité n'avait pas besoin de s'épanouir. Parce que chaque fois que je le faisais, tu m'as fait sentir que ce n'était pas suffisant. Alors, j'ai arrêté d'essayer de t'impressionner. Les mots ont atterri comme des pierres sur la table, créant des ondulations de compréhension. Les yeux de ma mère ont brillé et pendant un moment, j'ai vu la sœur qu'elle était autrefois la femme qui a applaudi ma première balade à vélo qui est restée en retard en aidant avec des projets scientifiques. Puis la réalité s'est réaffirmée et son regard vacilla au sol. Isla tendit la main sur la table et plaça sa main sur la mienne. Plus de doute, dit-elle, voix stable. Plus d'hypothèse. Elle a regardé ma mère et a parlé avec la douceur de quelqu'un qui se soucie profondément mais refuse de tolérer le manque de respect. Chaque dîner que nous avons assisté ressemblait à une compétition. Nous n'avons pas été invités à dîner. Donc, nous construisons notre propre table. Ma tante Geneviève s'éclaircit la gorge, hésitant comme s'il choisissait soigneusement ses mots. Honnêtement, commença-t-elle, son ton s'excuse. C'est un peu évident. La façon dont vous les traitez, ce n'est pas subtil, a-t-elle regardé Marcus, qui hocha la tête en accord. L'air de rivalité remplacé par le respect des frères et sœurs. Je ne savais pas que tu faisais ça bien, a-t-il admis, voix soft. Vous n'avez jamais demandé, j'ai répondu. Et ce simple échange ressemblait à la dernière pièce d'un puzzle qui cliquait. Et Clear a fait clignoter des larmes. C'était un espace pour des histoires partagées, des reconnaissances honnêtes et des cœurs ouverts. Marcus s'est tourné vers moi avec un sourire plus fraternel que compétitif, et j'ai vu le lien que nous avions toujours eu sous les couches de la rivalité des frères et sœurs. Alors, il a dit, puis-je faire une visite de cette cuisine un jour? Isla riait fluide et chaud. Vous êtes toujours les bienvenus, a-t-elle déclaré. Le reste du repas a passé une conversation facile. Nous avons discuté des mérites du jardinage sur le toit, des défis des plateformes logicielles à l'échelle et de la prochaine installation artistique. Islo prévoyait une galerie locale. Personne n'a fait référence aux héritages ou à la réputation de la Ligue Ivy. Au lieu de cela, ils ont posé de véritables questions, se penchant pour écouter plutôt que de se pencher en arrière pour juger. Lorsque le dessert est arrivé, une tarte à la citrouille surmontée de crème fouettée infusée de bourbon, j'ai réalisé que la vie qu'ils s'étaient moqués était maintenant la vie qu'ils admiraient. Non pas parce qu'il a rencontré leurs anciennes définitions du succès, mais parce qu'elle avait été construite avec intégrité, passion et partenariat. J'ai regardé autour de la table sur les visages adoucis par l'honnêteté et j'ai ressenti une houle de gratitude si profonde qu'elle m'a presque fait pleurer. Plus tard, alors que nous éliminions le dernier des plats, ma mère s'arrêta à la porte de la cuisine. Elle m'a regardé.
Ses yeux sont allés avec un mélange de fierté et d'excuses. Tu m'as appris quelque chose ce soir, a-t-elle dit. Ce succès n'est pas une forme ou une couleur. C'est comme ça que tu le construis. J'ai souri, la chaleur de ses paroles s'installant autour de nous comme une couverture. Exactement. Et comme je suis retourné à ma place à la table, j'ai réalisé que j'avais gagné quelque chose de bien plus grand que la validation. J'avais récupéré notre vie familiale, je l'ai rehabillée selon mes propres termes. Faire ? Pour pas à refuser de jouer leur jeu plus longtemps. J'ai posé mon téléphone et j'ai rencontré les yeux de ma mère. Elle portait une surprise comme une seconde peau, les joues rougissaient avec l'effort de réconcilier ses doutes de longue date avec l'homme devant elle. Nous étions inquiets, a-t-elle commencé, une voix douce mais défensive. Vous n'avez jamais semblé réglé. Chaque fois que vous nous disiez que vous travailliez sur quelque chose de nouveau, c'était temporaire. J'ai hoché la tête. Je connaissais bien cette histoire, son inquiétude se dégageant de scepticisme. Je comprends, dis-je. Mais temporaire n'est pas la même chose que l'instable. Chaque projet était un pas en avant, construisant vers quelque chose de durable. Je ne vous ai jamais invité pour le voyage parce que je me sentais jugé à chaque tour. Le silence s'est encore réglé, les hochements de tête polis lorsque j'ai mentionné les cofondations de la surface. Ma confiance. C'est injuste. Nous étions inquiets. Elle s'arrêta comme si goûtant ces mots et les trouvant manquants. Mon père se déplaçait sur son siège, son expression réfléchie, comme s'il reconnaissait enfin l'écart entre ses intentions et leur impact. Avant de pouvoir parler à nouveau, Isla a parlé pour la première fois ce soir-là. Sa voix était claire et régulière, résonnante avec l'autorité qu'elle exerçait rarement en milieu familial. Non, dit-elle, verrouillant les yeux avec ma mère. Vous étiez dédaigneux. Chaque dîner que nous avons assisté ressemblait à un concours que nous n'avons pas été invités à entrer. Un silence tomba sur la table alors que ces mots coulaient. La fourche de mon père claqua contre son assiette. Ma mère détourna les yeux, clignotant rapidement. Même Marcus, qui a si souvent dominé la conversation, est tombé au silence. Elle a poursuivi, j'ai passé des années à essayer de gagner votre approbation avec des recettes parfaites et une conversation polie, mais cela n'avait jamais d'importance. Vos yeux ne se sont jamais reposés sur notre travail, sur notre maison, sur la vie que nous avons construite ensemble. Si vous aviez écouté au lieu de juger, peut-être que vous nous connaissez. J'ai senti que la fierté gonfle dans ma poitrine alors que je regardais ma famille absorber sa vérité. Il n'y avait pas d'amertume dans son ton, seulement une déclaration ferme que le temps pour l'acceptation passive était terminé. Elle n'avait pas besoin de leurs applaudissements. Elle avait besoin de leur reconnaissance. Geneviève a parlé ensuite provisoirement. Honnêtement, dit-elle en jetant un coup d'œil à Marcus pour le soutien. C'est un peu évident. La façon dont vous les traitez, ce n'est pas subtil. Ces mots étaient une admission douce, le genre qui a brillé sur chaque signal manqué. Marcus hocha la tête, sa posture relaxante. Marcus se pencha en avant, les coudes sur la table, la voix plus calme qu'elle ne l'avait été depuis des années. Je ne savais pas que tu faisais ça bien, a-t-il admis. Vous n'avez jamais demandé. La simplicité de ses confessions m'a frappé. Toutes ces années de sentiments ont éclipsé lorsque la porte de la conversation était toujours à moitié fermée. Et voici mon frère, prêt à comprendre enfin. Si seulement je m'arrêtais de demander parce que chaque demande était comme une question de la valeur. Mais je veux me préparer. L'écoute. Tante s'est enquêtée sur le module de serre que nous installions sur le jardin sur le toit et Isla a expliqué la technologie d'économie d'eau des systèmes d'irrigation avec la même passion qu'elle a apportée à son studio d'art. Le reste du repas s'est déroulé dans un rythme chaud que nous n'avions pas connu depuis des années. Nous avons parlé des défis de l'entrepreneuriat, du code de débogage de la fin des nuits, de l'incertitude des arguments des investisseurs, de la victime de la signature d'un client majeur. Nous avons discuté de vision, de mes plans d'intégration de l'Edriven Analytics dans notre tableau de bord, le prochain spectacle de Galerie Desla avec l'art de la projection interactive. Mon père a écouté, vraiment impressionné par la portée de nos ambitions. Ma mère a hoché la tête, complimentant l'œil créatif d'Isla. Marcus a proposé de me connecter avec un ami exécutif spécialisé sur les marchés internationaux. Geneviève a demandé si Isla envisageait de collaborer à un programme d'art de guérison à l'hôpital. Chaque question, chaque offrande d'aide ressemblait à un élément constitutif dans une nouvelle fondation, construite à partir de respect mutuel plutôt que d'attente. Pour la première fois, notre table familiale était un lieu de partenariat,
pas de performance. Lorsque le dessert est arrivé, une pomme croustillante garnie de glace à la vanille. J'ai pris un moment pour regarder autour de la pièce. La lueur douce du lustre jette une lumière dorée sur les faces ramollies par compréhension. Les enfants jouaient tranquillement dans le coin, ignorant la signification de ce qui s'était passé. Le salon au-delà de la salle à manger était plus chaud, comme si les murs eux-mêmes avaient absorbé la tension et l'avaient libérée. J'ai soulevé mon verre de gingembre à canneberge étincelante dans un toast, attirant l'attention de tout le monde. Pour les nouveaux débuts, j'ai dit, à l'écoute, à l'apprentissage et à la célébration des succès les uns des autres. Ils ont soulevé leurs verres, leur vin, leur eau, leur cidre étincelant, et nous avons bu, le bruit de la climatisation des cristaux résonnant comme une promesse. Plus tard, alors que les plaques étaient dégagées et que les restes se sont emballés dans des conteneurs, ma mère s'arrêta dans l'évier et se tourna vers moi. Ses yeux brillaient, mais son sourire était authentique pour la première fois dans ma mémoire. Merci, dit-elle simplement, pour être patient avec nous. J'ai posé le torchon que j'ai utilisé et je l'ai embrassé. Les excuses qu'elle ne savait pas comment donner a finalement été offertes, et j'ai senti le poids des années se soulever de nos deux épaules. Mon père a rejoint le câlin, son bras autour nous deux. Marcus et Geneviève se tenaient à proximité, les reflets de l'unité retrouvée de notre famille. Isla a glissé sa main dans la mienne, une affirmation silencieuse que nous l'avions fait ensemble. Cette nuit-là, alors que je m'allongeais à côté d'elle, j'ai réfléchi à la mesure où nous avions venu. Je n'avais pas demandé d'applaudissements. J'avais seulement demandé à être vu. Et à ce moment-là, avec elle à côté de moi et les échos du rire de notre famille dérivant toujours dans la maison, j'ai réalisé que le fait d'être vu par ceux que j'aimais était la récompense la plus riche de toutes. Après le dîner, papa m'a guidé dans son étude. La pièce borde de volumes et de portraits familiaux en cuir qui ont suivi les générations de succès Madik. Il a fermé la porte derrière nous, sa posture tendue inhabituellement. Pendant des années, il était resté silencieux lors des rassemblements de famille, laissant maman diriger toutes les conversations sur notre avenir. Maintenant, il s'éclaircit la gorge et dit « Je vous dois des excuses ». Ses paroles sont tombées comme des pierres dans le silence. Mon cœur battait en continuant, j'ai laissé les doutes de ta mère définir comment je t'ai vu. J'admirais ton lecteur, mais je ne savais pas comment le montrer. Il a brossé une main sur une photo encadrée de Marcus se serrant la main. Dit. Partenaire qui a rendu tout cela possible. Alors que nous rentrions chez nous dans les rues pavées, je me sentais sans relâche. Je n'avais pas eu besoin de les battre à leur propre jeu. J'avais simplement refusé de le jouer. En construisant notre vie à des termes honnêtes, nous avons brisé le système qui m'a retenu et ouvert la voie à une connexion authentique. 3 mois plus tard, je me tenais au seuil de notre maison de Beacon Hill, l'anticipation enroulée dans ma poitrine comme la première tapoute du printemps. Ce soir, mes parents, Marcus, Geneviève et une poignée de cousins entreraient dans le monde Isla et j'avais construit. Des murs qui portaient nos rêves au lieu des autres attentes. Isla les a accueillis dans le hall, ses bras tendus et ses yeux brillants avec un véritable accueil, pas avec la politesse gardée à laquelle ils étaient habitués. Elle avait réglé la table elle-même, 2 longues planches de chêne récupérées posées de bout en bout, chaque endroit marqué par une simple serviette en lin et une assiette en céramique dépareillée qu'elle avait peinte dans des tons de terre subtils. La pièce maîtresse était sans prétention. Des herbes fraîches et des pots maçonnes, une dispersion de bougies votives, et un printemps d'eucalyptus qui remplissait l'air de bombe. Mon père est arrivé en premier, bourbon à la main, une concession à notre esthétique jumelée qui hocha toujours ses goûts anciens. Il a erré. Dans le salon ouvert, s'arrêtant pour examiner le mur de la galerie d'Isla. Une rotation de ses pièces préférées pendait à côté de mes récompenses de codage encadrées, un témoignage visuel de notre partenariat. Maman hésita à l'arche, serrant un petit bouquet de fleurs sauvages. Sa tentative sans effort pour embrasser notre style. Quand elle l'a placé sur le manteau, ses doigts s'attardèrent sur le vase, et j'ai attrapé ses yeux en train de brouiller la fierté. Marcus et Geneviève se sont glissés dans la zone du studio, la curiosité remplaçant leur examen habituel. Ils se sont agenouillés pour inspecter la table de rédaction recouverte de croquis colorés, puis ont tracé leurs doigts sur mes diagrammes de tableaux blancs des plantes d'expansion de Juno Suite. Les questions ont chuté de manière organique. Sur le processus, sur l'inspiration, sur la signification de chaque élément de conception ou de code. Ils ont écouté Isla expliquer ses techniques de médias mixtés, comme je l'ai décrit la méthodologie agile que nous avions adoptée. Au dîner, la conversation s'est déroulée librement, les souvenirs de notre première chasse à la maison, les histoires de la dernière exposition d'Isla,
les plans pour une retraite de voyage collaborative où l'art et la technologie se croiseraient. Personne ne m'a comparé à Marcus. Personne n'a rejeté la carrière d'Ella. Nous avons découvert un langage partagé de respect, d'intérêt et de chaleur authentique. Lorsque le dessert est arrivé, des poires pochées arrosées de miel et de thym, ma mère leva son verre. C'est parfait, dit-elle doucement. J'ai réalisé à ce moment-là que je n'avais besoin de la validation de personne. Je n'avais besoin que du courage pour les inviter dans notre espace et croire que nos règles, nos valeurs parleraient d'elles-mêmes. Cette nuit-là, après le départ de tout le monde et que le dernier plat a été rincé, Isla et moi nous sommes tenus dans notre cuisine sous la douce lueur des pendentifs. La maison était calme. Chaque pièce faisant écho au souvenir d'une soirée transformée. J'ai versé 2 tasses de thé à la camomille et je me suis installé dans notre coin petit déjeuner. Le dessus de table s'est toujours réchauffé par le rire de la journée. Isla m'a rejoint, sa main trouvant la mienne à travers le gris du bois. J'ai pris une gorgée de thé lente, goûtant les faibles notes de miel et pensant à la distance que nous avions. Tu sais, j'ai commencé à voix basse. Pendant des années, j'ai chassé leur approbation comme si c'était une ligne d'arrivée. Mais ce soir, j'ai ressenti quelque chose de différent. J'ai regardé le talent artistique subtil dans tous les coins. L'aquarelle d'Isla au-dessus de l'évier. Mon ordinateur portable perché par la fenêtre où la lumière du matin se répandait sur ses clés, le petit romarin en pot sur le seuil. Je me suis senti vu par eux, mais plus important encore, vu par vous. Elle sourit, les yeux reflétant la lumière des bougies de la salle à manger. Vous n'avez jamais eu besoin de leur validation, a-t-elle répondu. Vous aviez juste besoin de vous voir. J'ai hoché la tête, sincère. J'ai construit cette vie pour nous selon nos conditions. J'ai cessé de demander à prouver quoi que ce soit. Au lieu de cela, je les ai invités et ils ont finalement écouté. Elle pencha la tête contre mon épaule. Vous avez tenu vite à votre vision, a-t-elle dit. Et ce faisant, vous avez remodelé leur vision de vous. J'ai serré sa main. Je ne sais pas quel titre ils vont me donner maintenant. Fils à succès, entrepreneur accompli, mais cela n'a pas d'importance. Je sais quel genre d'homme je suis devenu. La cuisine est tombée dans un silence paisible, ponctué uniquement par le bourdonnement du réfrigérateur. Nous nous sommes attardés à la table, savourant la rémanence de la connexion réelle. À ce moment-là, j'ai réalisé que vivre authentiquement était sa propre récompense, et qu'être parfaitement vu par celui que vous aimez était toute la reconnaissance dont vous avez vraiment besoin.